suivante. Faut-il interdire la corrida? Vous avez 1 minute chacun pour défendre vos positions. Daniel Simonet, puisqu'il s'agit d'une proposition de la France Insoumise, de votre parti, je vous laisse commencer. Écoutez, la corrida, c'est une torture animale. Parce qu'en fait, on met en spectacle le fait de faire souffrir un taureau, et y compris d'aller jusqu'à la mise à mort du taureau. Donc, d'un point de vue de la protection animale, puisqu'il y a 1 an, une loi a été adoptée majoritairement dans l'Assemblée nationale pour, par exemple, interdire les cirques avec animaux sauvages. Eh bien, il n'est absolument incohérent d'accepter encore cette barbarie au nom, soi-disant, des traditions. Et sachant que, comme cette corrida est déjà interdite sur l'entièreté du territoire, à exception de territoires où ce serait la tradition, il faut l'égalité républicaine sur tout le territoire. Et d'ailleurs, la Catalogne a d'ores et déjà interdit la corrida, alors que cette tradition était bien plus ancrée. Donc vraiment, interdisons la corrida pour la protection animale, mais aussi pour notre humanisme, parce que la mise en scène d'une mise à mort, eh bien, est indigne de nos droits fondamentaux et de notre conception de vie harmonieuse entre les êtres humains et avec le vivant, animal comme végétal. Largement dans les temps, même 4 secondes d'avance, Daniel Simonet. Jean-René Cazeneuve, j'espère que vous avez bien entendu depuis le Gers. 1 minute, top chrono, c'est à vous. Oui, alors d'abord, moi je suis surpris que la France Insoumise en fasse une priorité. Je pense que ça n'est absolument pas une priorité pour les Français qui ont aujourd'hui d'autres sujets de préoccupation que celui-là. Ensuite, on n'a pas de leçons à recevoir en matière de maltraitance animale. Comme vous l'avez dit, nous avons fait l'année dernière une très belle loi sur ce sujet, saluée par toutes les associations. Moi, je comprends parfaitement qu'on n'aime pas la corrida. Et le sujet, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit que la corrida est bien. Il faut simplement, c'est un sujet de culture territoriale, de liberté individuelle. Moi, je n'aime pas cette idée que la France doit être uniforme, aseptisée. Moi, je suis gaston d'un pays où du rugby, de la convivialité, des courses taurines, des férias, des bandas. Eh bien, j'aime tout ça et je ne veux pas qu'on m'enlève ça. Et je ne veux surtout pas que ce soit des Parisiens qui n'ont jamais vu une corrida de leur vie qui prennent cette décision à notre place. Et vraiment, ce serait une agression culturelle terrible. Moi, je ne prétends pas défendre 800 taureaux élevés pour ça. Je suis là pour défendre des millions de Français comme ça. C'est terminé. C'est terminé, Jean-René Cazeneuve. Alors, je me permets juste de rebondir parce que vous nous dites que vous ne voulez pas que les Parisiens décident, mais il y a un sondage IFOP qui vient juste de sortir cette semaine et ce qui en ressort, c'est que majoritairement, les Français aujourd'hui rejettent la corrida à 74%. 74%, donc près des 3/4 qui sont favorables à l'interdiction de cette pratique. Est-ce qu'il n'y a pas une attente sociale aussi qu'il faut écouter, Monsieur Cazeneuve? Écoutez, une fois de plus, je pense que les Français à qui on pose cette question n'ont jamais vu une corrida de leur vie. Ouais, donc, attention quand on pose ce genre de questions au biais qu'il peut y avoir dans les sondages. Ensuite, si les sondages devaient faire la politique, on pourrait se débarrasser, pourquoi pas, de l'Assemblée nationale, du Sénat, et gérer à partir des sondages. Ça n'est pas mon sens de la démocratie. Une fois de plus, la discussion jeudi prochain ne sera pas pour ou contre la corrida, mais pour ou contre ces interdictions, cette accumulation d'interdictions de ces antispécistes qui veulent nous interdire aujourd'hui la corrida, demain le foie gras, après-demain la viande. C'est insupportable. Et les Français ne veulent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, ce qu'ils doivent penser ou ne pas penser, ce qu'ils doivent manger ou pas manger. Alors, à l'inverse, toujours un autre chiffre de sondage qui date d'il y a quelques mois, c'est toujours IFOP pour Sud Radio, Daniel Simonet, on y apprend que seuls 32% des habitants, cette fois-ci des villes taurines, sont favorables à l'interdiction de la corrida, qui sont quand même les principaux concernés. Oui, c'est-à-dire que donc, même dans les régions taurines, s'il n'y en a que 30, vous avez dit, c'est quoi votre favorable, 32%. 32% qui sont favorables, ça veut dire qu'il y en a une écrasante majorité, y compris dans les régions où c'est soi-disant la tradition ancrée, eh bien, ils sont favorables à l'interdiction. Moi, je voudrais... Non, il y a une zone qui sont favorables à l'interdiction. C'est déjà beaucoup. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Donc, finalement, dans la région de la Catalogne, où franchement, la corrida est bien plus ancrée, eh bien, lorsque les dirigeants de Catalogne et Madame Ada Colau, maire de Barcelone, ont fait interdire la corrida, eh bien, il y a eu une mobilisation finalement d'accord avec cette interdiction. Et même quand la loi, pour d'autres raisons, a été cassée, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de corrida parce que justement, la bataille des consciences l'a emporté. Et moi, je vous redis une chose. Si, monsieur Jean-René Cazeneuve, si vous avez donc fait voter cette loi-là, qui néanmoins a plein d'imperfections, mais notamment interdit les cirques avec animaux sauvages. Donc, il y avait bien une interdiction, d'accord? Vous avez donc voté une interdiction au nom de la protection animale. Pourtant, je veux dire, dans une corrida,
l'animal est non seulement bien plus agressé, violenté, jusqu'à sa mise à mort. Donc il y a une incohérence totale entre vouloir l'interdiction des cirques avec animaux sauvages et accepter la corrida. Les animaux n'ont pas à être nos objets de loisirs, sur lesquels on doit montrer un rapport de domination qui va jusqu'à faire souffrir gratuitement, c'est-à-dire sans même avoir la nécessité de se nourrir, jusqu'à une mise à mort qui est mise en scène. Inévitable. Et en plus, regardez ce que ça dit de notre société, cette violence qui est quasi sacralisée. Jean-René Cazeneuve, votre réponse, et après on fait un tour de table avec les éditorialistes. Je pense que Mme Simonet n'a jamais vu une corrida. Elle en parle comme dans les livres. Donc, les gens qui vont à la corrida, les gens qui vont dans les férias, le peuple du Sud-Ouest, si vous voulez, ils viennent admirer un taureau. Ils viennent admirer un taureau de combat. Et je ne veux pas faire de la corrida parce que je ne veux pas vous convaincre. Je ne veux convaincre personne sur la corrida. Je veux simplement que vous compreniez qu'on parle de 800 taureaux par an qui sont élevés pour ça. Ce sont des taureaux de combat. Vous supprimez les corridas, vous supprimez ces animaux, l'ensemble de cette filière. Vous n'êtes pas capable de faire une autre politique de préservation de la biodiversité, mais il ne faut pas accepter d'assumer des responsabilités. Finissez, monsieur Cazeneuve, finissez. Oui, parce que je suis à distance, ça n'est pas très honnête de votre part, Mme Simonet, de me couper la parole. Mais tous il faut qu'on parle de maltraitance animale, mais ça n'est pas un sujet de maltraitance animale, puisque ça n'est pas l'objet de votre loi. Votre loi, elle pourrait s'attaquer aux chiens qui sont maltraités, qui sont abandonnés, aux Français qui ont des boas dans des cages. Oui, ça, ce sont des vrais sujets de maltraitance. Mais la corrida, c'est une culture, c'est dans notre culture, si vous voulez. C'est un ensemble que vous ne pouvez pas comprendre. Mais chaque territoire a ses spécificités, chaque territoire a sa culture, et vous vous attaquez à quelque chose de très profond. Vous niez ces différences sur notre territoire, parce que voilà, vous avez une vision, vous l'avez dit vous-même, une vision très parisienne, centralisée, tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit manger la même chose. Derrière, on connaît, on sait ce que pense M. Caron, on sait ce qu'il veut. Il dit que ceux qui mangent de la viande sont des assassins. Quand on est à ce niveau-là, vous comprenez que les Français, en particulier dans les territoires ruraux, aient envie de lutter contre cette PPL. Jean-René Cazeneuve, on va écouter nos éditorialistes, Françoise Degois et ensuite Lydia Guéros. Jean-René Cazeneuve, on est voisins. Je suis né à Tarbes, donc je suis une enfant du Sud-Ouest. Je connais parfaitement les fêtes de Bayonne, les bandas, etc. Et je pense qu'il est temps d'en terminer avec la corrida. J'ai vu des corridas, bien sûr, en France, dans les arènes de Séville, à Madrid. Ce sont des arènes absolument exceptionnelles, où là, on atteint la culture. J'ai lu Mort dans l'après-midi, les pages magnifiques d'Ernest Hemingway, mais on peut quand même se demander, quand vous nous expliquez, je sais de quoi je parle, puisque j'ai vu des corridas, 8 corridas sur 10, vous savez, le taureau est mal tué. Quand c'est pas le taureau, c'est les chevaux. Vous dites qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Regardez donc ce que font les picadors avant. Regardez donc ce que font les assistants du toréador avec les banderillas. Regardez donc la moulette à la fin. La mort finale, de toute façon, c'est très rare qu'un taureau soit épargné parce que, et bravo taureau, ça arrive rarement. On est quand même dans un moment, si vous voulez, où on peut se poser la question. Je suis pas là pour vous convaincre d'arrêter d'aimer la corrida, c'est une addiction, je sais très bien. Mais dire que tous les gens du Sud-Ouest, ça n'est pas vrai. Je pense qu'il y a une conscientisation et je pense qu'on peut se poser la question. Les Miura, je suis partie en reportage dans la Ganaderia de Domecq, en Andalousie, que vous connaissez très bien. La race des Miura, la race des taureaux de combat, elle peut très bien se prolonger et elle peut très bien, comment dirais-je, se prolonger d'une autre manière. Le dernier point, quand on voit ça, je connais bien le mythe crétois, etc., on peut, dans l'évolution de la société telle qu'elle est, se dire que effectivement, il faut en terminer 56 villes taurines en France sur 36 000 communes, 74%. Voilà. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, si peu de communes qui sont concernées et donc du temps parlementaire qui va être consacré à la corrida et du temps de débat qui va être consacré à la corrida. Pardon, mais pour moi, c'est un sujet qui est absolument mineur. On a une guerre en Ukraine, on a une inflation qui est en train de juste jeter dans la pauvreté et la précarité beaucoup de Français. On a un prix des carburants qui explose et qui est même sur certaines stations-service beaucoup
plus important qu'au pic de la crise des Gilets jaunes. Ça devrait quand même mobiliser davantage les parlementaires, et notamment les parlementaires qui disent défendre les classes populaires. Moi, ça me consterne. Ensuite, ces communes ont une identité. Alors certainement que le terme d'identité, c'est un gros mot pour beaucoup de gens qui sont à la gauche de l'hémicycle, mais ces communes ont une identité et une tradition à défendre. Et je connais, puisque vous savez, j'ai grandi dans le nord de la France, et ensuite j'ai grandi dans le sud-ouest. C'est peut-être quelque chose qui peut heurter ma sensibilité, mais je reconnais que ça fait partie du patrimoine culturel de ces régions et qu'il ne faut pas aller vers une uniformisation de la France et effacer toutes les spécificités culturelles qui font la richesse de la France. Donc je crois que vous êtes en train de commencer par la corrida. Demain, nous aurons un débat pour interdire le foie gras au nom de la souffrance animale pour Noël, et dire qu'on est en train de faire du mal aussi aux volailles qui sont spécialement préparées pour les fêtes de fin d'année. Non, stop, à un moment, soyez un peu plus sérieux. Alors, Frédéric Delpech va nous donner effectivement un petit peu à l'Assemblée dans quelques secondes, mais Lydia, juste quand on regarde par exemple ces affiches de la SPA, qui logiquement est favorable, je ne vous l'apprends pas, à cette interdiction, et qui a lancé une grande campagne donc, de sensibilisation qui détourne les affiches traditionnelles de la corrida, et on y voit un torero donc, qui va porter les stockades, et vous voyez bien, donc c'est un chat et non pas un taureau. Alors il y a la même avec le chien accompagné de cette légende. Et si c'était un chien ou un chat, accepteriez-vous qu'il soit tué au nom de la tradition? Est-ce que c'est pas un argument quand même qui résonne en vous, au nom de la sensibilité animale, parce que les taureaux comme les chats et les chiens ont une sensibilité? Je comprends très bien la question de la sensibilité, je comprends très bien la douleur. Et comme je vous l'ai dit, moi-même, je pense que je trouverais cela insoutenable. Néanmoins, je pense qu'il y a des traditions, je pense qu'il y a une culture qu'il faut aussi maintenir. Et si ce spectacle dérange, eh bien, il n'y aura pas de spectateurs et cette tradition s'éteindra d'elle-même. Donc peut-être aussi, par ce travail d'influence, de communication, il y aura ce spectacle qui n'attirera plus. Donc il n'y a pas besoin de légiférer sur on voit que c'est un débat passionné, même sur le plateau. Parce que c'est une tradition que c'est bien. On a interdit les combats de coqs, on a interdit les combats de chiens, on a interdit... Les combats de coqs, c'est aussi une exception d'ailleurs, comme dans certaines villes. 10 siècles de jeux du cirque et de gladiateurs, c'est terminé. Donc le mot magique tradition ne signifie pas obligation. En tout cas, ça déchaîne les passions sur ce plateau. Frédéric Delpech à l'Assemblée aussi. Ça déchaîne les passions, là on vient de l'entendre sur le plateau. Ça les déchaîne aussi à l'Assemblée parce que les députés ne parlent que de ça dans les couloirs. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a un mois environ, il y avait une sorte de consensus pour que cette PPL passe, même dans les rangs de la majorité. On était plutôt favorable. Aurore Berger, à titre personnel, par exemple, la patronne du groupe Renaissance, semblait plutôt être favorable à cette proposition de loi. Et même du côté du Rassemblement national, on trouvait un certain nombre de députés qui auraient pu la voter. Et puis les choses, peu à peu, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elles se sont politisées ou l'action de lobby, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a cette affaire de la corrida et du spectacle de la corrida. Alors chacun a son avis sur la question, mais derrière, il y a une mobilisation qui s'est faite dans les régions concernées, de la part à la fois des éleveurs taurins qui se sont mobilisés pour faire barrage à cette proposition de loi, les hôteliers aussi qui vivent beaucoup du tourisme parce que ça suscite du tourisme quand il y a des corridas, eux aussi se sont mobilisés. Il y a même François Bayrou qui est venu en groupe devant le groupe Renaissance pour argumenter contre cette proposition de loi parce que justement ça ferait disparaître les élevages taurins. Donc il y a eu tout un lobbying politique, économique qui s'est mis en place. Et là aujourd'hui, alors outre la politisation du débat, Aymeric Caron qui est monté en première ligne, qui irrite parfois aussi un certain nombre de ses collègues de l'Assemblée. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ça risque de ne pas passer, qu'il y a une majorité de députés qui vont soit s'abstenir, soit voter contre cette proposition de loi, et que ce débat, finalement, est presque en train d'être mis de côté avant même d'avoir eu lieu à l'Assemblée nationale. Mais il faudra bien sûr attendre jeudi pour en savoir plus, si jamais on a le temps de l'examiner, parce qu'il se dit aussi que certains pourraient vouloir faire durer les débats, parce qu'il y a plusieurs propositions de loi avant celle-ci jeudi, pourrait faire vouloir durer les débats un peu pour ne pas avoir à se prononcer sur le sujet. Allez, d'un débat à l'autre, et celui-là aussi va vous passionner, je pense, j'espère. Le gouvernement français s'est-il laissé complètement dépasser par l'Ocean Viking, ce navire humanitaire avec à son bord 234 migrants qui a accosté à Toulon il y a une semaine, après les 4 migrants qui ont échappé au contrôle pour vice de procédure, après la fuite de 26 migrants mineurs sur les 44 recueillis.
On apprend désormais que la justice a libéré la plupart des adultes, 123 pour être exact, parce que la juridiction de Toulon s'est retrouvée submergée par les dossiers et les magistrats ont donc dû libérer ces migrants faute de temps et de moyens. Jean-René Cazeneuve, est-ce que le gouvernement a péché par naïveté sur ce sujet ? D'abord, il a fait preuve d'une grande humanité. Et je voudrais le rappeler, l'Italie n'a pas tenu ses engagements. Et donc la France est venue au secours de ces migrants. Si la France ne l'avait pas fait, il y aurait peut-être aujourd'hui 234 morts en Méditerranée. Donc je voudrais d'abord saluer, et j'espère qu'il y a unanimité pour saluer le geste qui a été fait par la France. C'est notre tradition que d'accueillir les étrangers. Maintenant, dans les étapes qui ont suivi, alors d'abord il y a eu un débordement, si vous voulez, de nos capacités, parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir autant de migrants en une seule fois, dans un endroit où ça n'est pas prévu, où les juridictions ne sont pas prévues. Ensuite, nous sommes dans un état de droit. Et donc, c'est la justice aujourd'hui qui, dans des délais extrêmement courts, a dû prendre des positions pour savoir quels étaient les migrants qui étaient susceptibles de demander le droit d'asile, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qu'il fallait renvoyer vers d'autres pays, ceux qu'il fallait renvoyer dans leur pays. Donc, voilà, il faut d'abord saluer l'effort qui a été fait par la France, et puis après dire qu'on est un état de droit, et c'est que c'est compliqué de traiter aussi rapidement de ça. Mais maintenant, il y a quand même un accompagnement qui est fort. Les migrants ont été reçus, soignés, évidemment, c'est la moindre des choses, mais reçus, soignés. Maintenant, ils sont accueillis par des associations. Donc, je voulais saluer le travail aujourd'hui. Donc, la procédure continue. Et il faut être cohérent avec la politique de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a les Français, il y a des étrangers qui ont droit d'être en France et ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et qu'il faut accompagner aux frontières. Alors la droite et l'extrême droite tout de même se frottent les mains. Marine Le Pen, par exemple, écrit ceci sur Twitter, je cite, « Comme si cela ne suffisait pas, on apprend désormais que des dizaines de migrants ont été remis en liberté, faute de juges suffisants ou à cause de vices de procédure. En plus de l'effondrement de l'État, l'incompétence de ce gouvernement qui, décidément, ne contrôle plus rien. » Daniel Simonet, la gauche était globalement pour l'accueil de ce navire humanitaire. Est-ce que ce procès en laxisme du gouvernement, selon vous, est justifié ? Écoutez, il y a un discours ambiant très nauséabond. Les exilés sont des personnes en danger, pas des personnes dangereuses. Donc, la première des responsabilités de la France, pays des droits de l'homme, est de partir en sauvetage des personnes et de les accueillir. Et donc, la situation et la position de l'Italie est une honte par rapport à ces principes fondateurs de notre République. Moi, je voudrais rappeler une chose. C'est qu'il y a un an exactement, nous allons nous allons dans quelques jours être dans la commémoration de ce drame qui a eu lieu dans la Manche, révélé par Le Monde sur les conditions où ce bateau alertait, des personnes alertaient les sauvetages et où on entend dans les retranscriptions audio des messages radio, eh bien que les personnes qui étaient censées assurer le sauvetage disaient « Ah ben t'entends pas, ah t'arrives pas, eh ben tant pis, tu seras pas sauvé ». Et où finalement les autorités françaises, et c'est ce qui le représente, eh bien au lieu de partir en sauvetage de ce bateau dans la Manche, a laissé 27 personnes se noyer. Alors qu'il y a une obligation, y compris quand on est... le bateau n'est pas forcément dans les zones françaises, mais dans les zones... Le droit de la mer, le droit international. Il y a une obligation de partir en sauvetage. De sauver. Donc où est-ce qu'on en est dans ce pays pour regarder les personnes dont la vie est en jeu comme des personnes dangereuses au lieu de les voir comme des personnes dangereuses. Mais ça, c'est le débat ambiant. Selon vous, l'exécutif, le gouvernement a bien géré cette situation-là? Mais regardez les commentaires sur les jeunes. On a accueilli parmi les 44 jeunes. Il y avait 44 jeunes. Bon, d'abord, ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est l'obligation. Sauf qu'ils étaient dans un hôtel. Donc déjà, il faut en prendre conscience. Ils étaient en liberté. Les mineurs... Ils pouvaient sortir et venir de cet hôtel. C'est ce que je veux dire. Le statut est différent pour les mineurs et les majeurs. Vous comprenez? Ce qui est fou, c'est que la question qui se pose, c'est ils étaient en liberté, comme c'était choquant. Non, je dis pas ça. Je dis que les gens en prison. Pas du tout. J'explique qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'avait dit Gérald Darmanin la semaine dernière en disant ils ne pénétreront pas sur le sol français. Les mineurs non accompagnés doivent être considérés d'abord et avant tout comme des enfants. Nous avons signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, aujourd'hui, bon nombre de départements n'assument pas pleinement leurs responsabilités. Là, ils étaient notamment pris en charge dans un hôtel. Un hôtel n'est pas adapté pour des mineurs. Il faut des centres d'hébergement adaptés aux mineurs, avec un accompagnement global. C'est là où, selon vous, ça a été mal géré. La prise en charge psychologique et santé.
parce que c'est des traumatismes terribles, que ce soit le parcours migratoire ou que ce soit ce qui a pu se passer, le danger imminent du naufrage. On ne se rend pas compte que ces mineurs-là, qu'ils soient mineurs ou pas, même s'ils ont 16 ou 17 ans, ce sont des gens, au minimum, j'en parlais avec un médecin, un psychiatre, et M. Cazeneuve le sait très bien, et Daniel Simonet aussi, ce sont des gens qui, depuis au minimum 1 an et demi ou 2 ans, sont en errance, sont arrachés, et développent évidemment une psyché de survie. J'en ai reçu ce vendredi à l'Assemblée nationale. On ne peut pas leur demander des comportements qu'on demande, on ne peut pas... Voilà. Et malheureusement, j'ai reçu des jeunes mineurs non accompagnés. J'ai reçu des mineurs non accompagnés à l'Assemblée nationale ce vendredi. Je publierai des vidéos de témoignages de ces jeunes demain à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. On sait très bien où finissent ces mineurs, le fait et que notamment la à Paris. France doit respecter la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'aujourd'hui, la France ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et donne le moyen aux départements et exige en même temps des départements que la Convention nationale internationale des droits de l'enfant dans les politiques de l'aide sociale à l'enfance soit respectée. Allez, Lydia Guérouz qui a patienté. On sait très bien, une partie de ces mineurs ne sont pas mineurs. Par ailleurs, vous êtes élu à Paris et vous savez les difficultés, et notamment en termes de délinquance, que causent ces mineurs qui arrivent et qui sont étrangers. À Paris, il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits là-dessus. Et c'est votre combat permanent, mais on n'en voit pas les résultats. Et sur l'ASE, vous savez à quel point l'ASE manque de moyens. Donc ça ne peut pas être non plus un puits sans fond. Et c'est vrai que votre discours, il est touchant, il est d'une générosité incroyable. Mais il y a aussi les réalités, Madame Simonet. Ça coûte bien plus cher. On ne peut pas ouvrir. Je ne vous ai pas coupé, j'aimerais pouvoir poursuivre. On doit avoir une forme de réalisme. On ne peut pas ouvrir totalement les frontières et recevoir l'ensemble des mineurs des pays qui sont en difficulté. C'est très bien d'être généreux, mais il y a quand même une réalité en France. Ce n'est pas que 44 personnes. Non. Vous allez formidable. La difficulté, c'est pour le gouvernement. Il y a cette décision, mais surtout, la difficulté, c'est qu'on est dans un contexte où il y a eu l'affaire Lola. Il y a les chiffres de la délinquance qui ont été publiés et dans lesquels, notamment dans les grandes villes, on voit que la délinquance est le fait de personnes qui sont... Ce n'est pas l'extrême droite, c'est une réalité. On vous a entendu toutes les deux. Dure, madame d'extrême gauche. Et donc, écoutons Frédéric Delpech qui va conclure paisiblement le débat. Les OQTF ne sont pas exécutés, ça veut dire le combat du gouvernement. En fait, on vous entend plus. C'est un débat sur faut-il ou pas accueillir. Mais la réalité aujourd'hui est que le gouvernement a été débordé par ce geste sans doute généreux effectivement d'accueil, mais la justice, on le voit, ne suit absolument pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a des avocats, des magistrats qui ont été dépêchés en urgence dans les juridictions de Toulon et d'Aix-en-Provence pour examiner en accéléré ces dossiers qui, d'ailleurs, paraît-il, il y a un déficit d'interprètes. Il y a un avocat qui faisait état il était obligé de regarder sur Google Traduction en direct pour échanger avec quelqu'un d'origine du Bangladesh. Il n'y avait pas d'interprète qui pouvait faire la jonction. Bref, toutes ces juridictions ont été totalement débordées parce que la décision a été prise dans l'urgence, sous la pression de l'Italie évidemment, mais dans l'urgence avec des tribunaux qui ne sont pas en capacité d'examiner autant de demandes aujourd'hui. Et on se trouve dans des situations ubuesques où l'OFPRA rejette 123 dossiers sur 234, 123 ce qui est quand même pas rien, et en parallèle, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne la mise en liberté des migrants et donc leur dispersion sur le territoire. Voilà, donc il y a une situation complètement ubuesque qui est en train de se jouer. On ne sait absolument pas, d'ailleurs Gérald Darmanin communique très peu sur le sujet. Il dit que oui, on va traiter les cas des 123 avis défavorables d'accueil, mais comment, de quelle façon? Tout ça est complètement dans une sorte de fiasco judiciaire est en train de se gérer. On ne sait pas ce qui va en sortir. Et en tout cas, pour le gouvernement, ça donne un signal d'amateurisme sur la gestion des flux migratoires et le traitement d'une situation d'urgence. Alors dans le même temps, il y a un autre sujet, il nous reste 3 minutes, mais qui provoque bien des remous dans l'hémicycle et qui empoisonne les rangs de la NUPES notamment. C'est le potentiel retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale avant la fin du mois, et ce 2 mois après les aveux du député La France Insoumise du Nord sur des violences conjugales, et alors qu'il est aussi visé par une plainte de son épouse. Daniel Simonet, vous êtes du même parti qu'Adrien Quatennens, est-ce que vous êtes pour son retour sur les bancs de l'hémicycle? Oui, on ne va pas bannir. Par contre, il y a une réflexion en ce moment qui est en cours sur les conditions
de son retour, parce qu'il ne s'agit absolument pas de banaliser cette violence faite aux femmes, qui est une gifle, que d'ailleurs Adrien Quatennens a reconnue, et qu'il est important de continuer à lutter contre les violences faites aux femmes, de continuer à dire que dans un couple, quand il y a une difficulté dans un couple, eh bien, au couple de se faire aider par des thérapeutes, mais qu'on ne doit pas accepter l'escalade de la violence qui procède eh bien, d'une approche systémique de domination patriarcale, et qu'il faut donc préparer dans la réflexion, c'est ce que nous étudions, quels doivent être les éléments calendaires et les conditions à mettre à son retour. Jean-René Cazeneuve, votre réponse pour ou contre le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée? Alors d'abord, évidemment, on condamne tous les violences intraconjugales, et je voudrais moi dire comment j'ai été choqué évidemment par ce qu'a fait notre collègue Quatennens, et choqué aussi par ce qu'a fait Mélenchon, qui a eu des propos, il a salué le courage et la dignité. Donc, vous voyez où on en est. Donc, et la France insoumise qui donne des leçons en permanence devrait probablement s'appliquer dans ce cas-là les leçons qu'elle donne. Écoutez, moi je suis pas juge. Moi je sais que je crois que Adrien Quatennens doit prendre cette décision. Moi je sais que si j'avais fait ça, et c'est quelque chose qui m'est évidemment horreur, en me regardant dans la glace, je ne reviendrai pas à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est sa propre décision. Les faits qu'il a reconnus sont extrêmement graves. Peut-être qu'il aurait pu aussi attendre le jugement, puisqu'il va y avoir un jugement très probablement suite à la plainte de son ex-épouse. Mais voilà, moi je ne comprends pas qu'on donne à la fois des leçons sur un sujet qui nous concerne et qui doit transcender tous les partis, parce que la lutte doit nous réunir. La lutte il faut plus de moyens encore. Dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, il y a des moyens supplémentaires parce que c'est absolument odieux ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé pendant des siècles. Donc il faut lutter tous ensemble et attention aux leçons qu'on donne quand on ne se les applique pas à soi-même. Alors justement, Daniel Simon, très rapidement, mais vous parliez, je vous entends dire Darmanin, Abad, Gérald Darmanin, Damien Abad, vous appeliez, vous, à leur démission. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures aussi quand vous dites que finalement, vous acceptez le retour d'Adrien Quatennens sur les bancs de l'Assemblée? Alors, vous êtes d'accord déjà pour dire que l'affaire Abad, où il est accusé, donc il est présumé innocent. Et il n'a pas reconnu. Mais il est quand même accusé par 3 femmes. À la fois, on parle d'histoire de viol par mais la présomption d'innocence, mais on parle quand même d'histoire de viol par préméditation et drogue. Sur Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a lui reconnu, me semble-t-il, avoir eu des faveurs sexuelles d'une femme, des rapports sexuels moyennant un échange de procédés pour accéder à un logement. Enfin, vous voyez de quoi on parle, c'est quand même pas du tout la même chose. Ouais, s'il vous plaît. Donc par contre, nous estimons que le groupe, et c'est pour ça que le groupe Daniel Simonet, réfléchit pour réfléchir. Adrien Quatennens revient à l'Assemblée. Alors justement, je viens de vous répondre, le groupe réfléchit non seulement au délai et aux conditions de ce retour. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de banaliser, et que la lutte contre les violences faites aux femmes est un sujet extrêmement important, et qu'une gifle n'est pas un acte à banaliser. Vous voyez, ça paraît très long. Mais Daniel, 5 secondes, vous avez 5 secondes. Il est 14h déjà. Votre adversaire, mais ça me paraît très compliqué quand même que Adrien Quatennens revienne comme ça, comme si de rien n'était. Cette position est intenable. Et on y reviendra de toute façon parce qu'il n'est pas encore de retour à l'Assemblée, mais c'est sûr que le débat reviendra sur la table et sur le plateau. Je vous remercie tous les 5 de m'avoir accompagné pour cette émission politique. Merci notamment quand même à Jean-René Cazeneuve qui nous a suivis à distance. C'est pas toujours facile.